Au Royaume-Uni, les Lockdown Files défraient la chronique depuis plusieurs semaines. Il s'agit d'une énorme fuite de conversations privées entre Matt Hancock, le secrétaire d'État à la santé pendant la crise, et de nombreuses autres personnalités, politiques ou scientifiques. Ce sujet ne fait pas grand bruit en France, alors que les conclusions en tirées sont immenses. Les politiques placés comme gestionnaires de la crise sanitaire savent pertinemment que les mesures qu'ils ont prises n'ont absolument servi à rien. Matt Hancock se moque carrément de ceux qui y croient. En France, dans de nombreux médias et même sur YouTube, il est encore interdit de contredire la doxa. Les politiques comme Matt Hancock savent donc que le mur de censure et le prétendu consensus imposé par les médias n'est qu'un écran de fumée. Le vrai visage des prétendus journalistes qui continuent encore aujourd'hui de rabâcher le même discours de la peur ou de vanter le mérite des mesures gouvernementales est aujourd'hui dévoilé. Ils n'ont servi que de capot à un système qui les méprise. Leurs commanditaires politiques n'ont jamais cessé de rire sous cap. Les rares journalistes qui vont oser se réveiller risquent d'avoir une sacrée gueule de bois. La journaliste Isabelle Oakeshott a été missionnée par Matt Hancock lui-même pour écrire son journal de la pandémie, Pandemic Diaries. À cette occasion, il lui a fourni ses conversations privées avec des politiques, Boris Johnson, le Premier ministre, les ministres de la Santé, etc., des scientifiques officiels du gouvernement, des conseillers politiques et des hauts fonctionnaires. Après l'écriture du livre, la journaliste a fourni toute cette matière au journal The Telegraph, qui l'analyse et publie presque tous les jours de nouveaux articles démontant point par point toutes les prétendues justifications des mesures prises au Royaume-Uni depuis 3 ans. 10 points saillants des révélations sont en lecture libre. On y apprend par exemple que Matt Hancock n'a pas voulu mettre en place de tests systématiques dans les maisons de retraite anglaises en mars 2020 pour ne pas semer la confusion. Il a choisi de limiter les tests aux personnes âgées transférées dans les hôpitaux. En Angleterre, ce ne sont donc que les personnes très malades, quelle qu'en soit la cause, et les mourants qui ont été testés. Cela a complétion des tests positifs. Si on ne teste que des mourants, on va découvrir un taux de mortalité très élevé des personnes testées positives. On va alors attribuer la mort au virus détecté par le test. Si l'Angleterre avait testé tout le monde, ils auraient alors découvert qu'il y a bien plus de personnes en parfaite santé parmi les testés positifs, comme le montrent les statistiques de l'adresse en France, que de personnes malades. Ils auraient donc trouvé un taux de mortalité parfaitement ridicule parmi les testés positifs et n'auraient pas pu entretenir la peur du virus. De la même manière, ils auraient découvert que la majorité des malades présentent des tests négatifs, comme le montrent encore une fois les statistiques de l'adresse en France, et n'auraient pas pu étiqueter en tant que Covid-19 tous les décès constatés en maison de retraite. Ne pas semer la confusion, c'est en fait s'arranger pour maintenir un discours unique de la peur. On y voit également clairement Matt Hancock se moquer des 149 personnes, dont des personnalités, revenues en Angleterre et acceptant d'être parquées en quarantaine dans des boîtes à chaussures, de leur propre volonté. Hilarant d'après lui. On y apprend que les enfants anglais ont porté des masques à l'école, non pas sur la base de résultats scientifiques, mais pour éviter de se disputer avec la première ministre écossaise qui avait déjà opté pour ce choix. Pour information, les seules études publiées avec un protocole sérieux montrent que les masques n'ont absolument aucun impact décelable sur le nombre de malades. Chacun s'habille comme il l'entend, mais sur ce sujet, il n'a jamais été question de science, mais bien de scientisme. On y découvre enfin que, pour les confinements, depuis la prise de décision, la discussion de leur durée et la promotion de leur prétendue efficacité, n'a rien à voir avec des résultats scientifiques, mais avec des questions politiques. Il s'agit, par sondage, de pseudo-justifications basées sur des chiffres erronés, suivies d'un refus de perdre la face en admettant leur inutilité. Le mathématicien Vincent Pavant a montré de multiples manières que la décision de confinement en France n'a absolument rien à voir avec de la science. Il a expliqué ses résultats dans l'émission du CSI du 2 mars 2023. Pour résumer, la panique a été exacerbée par un modèle mathématique de mortalité complètement hors sol de Neil Ferguson, qui avait déjà prévu la fin du monde lors de l'escroquerie H1N1 en 2009, qui a par la suite continué à promouvoir son modèle grâce à l'intervention de la fondation Bill et Melinda Gates, qui a d'abord été incapable de présenter son modèle aux autorités anglaises lorsqu'on lui a demandé d'où venaient ses prédictions, mais a fait intervenir en urgence les équipes de Microsoft pour lui produire un programme qui fonctionne. Ces prévisions ont été promues en France par Simon Cauchemez qui a travaillé avec Ferguson. Le discours dès le début de l'année 2020 fut alors « il faut empêcher les interactions sociales, donc confiner, en attendant le vaccin ».
Le confinement n'a été mis en place que parce qu'il a été promu par un modèle qui s'est déjà révélé par le passé complètement farfelu et qui présuppose sans aucun résultat scientifique que le confinement est efficace. La France est donc exactement dans le même cas que le Royaume-Uni. Les Lockdown Files montrent qu'au Royaume-Uni, Matt Hancock est parfaitement conscient que les confinements ne servent absolument à rien et qu'ils ne sont qu'une réponse politique à une panique. En ce qui concerne la France, un article frauduleux a été publié par le journal scientifique Science, prétendant mesurer la grande efficacité du confinement. Comme l'a montré Vincent Pavant, les deux signataires Simon Cauchemez et Arnaud Fontanet n'ont pas signalé leur conflit d'intérêts évident. En tant que membre du conseil scientifique, ils ont intérêt à justifier la décision de confinement qu'ils ont cautionnée. De plus, Vincent Pavant a montré que les auteurs ont fait l'impasse sur un des résultats majeurs de leur analyse. L'étude prouve que les Français n'ont pas été soignés et sont décédés non pas à cause du virus, mais par abandon. Cela se voit comme le nez au milieu de la figure, avec la courbe présentant la durée entre l'entrée à l'hôpital et le décès. Une énorme part de patients décèdent le jour de leur arrivée. Ce n'est pas le résultat d'un virus fulgurant, mais une combinaison de la politique de non-soin et de mauvais choix thérapeutiques. De surcroît, les auteurs ont maquillé la courbe de lissage pour masquer leur incapacité à trouver un modèle mathématique qui corresponde à leur discours. Il s'agit donc d'une fraude scientifique grave, réalisée sciemment pour permettre aux auteurs de justifier leur opinion. Tout ce qu'ont pu coûter les confinements en termes d'abandon des plus fragiles, de souffrance psychologique ou de destruction de l'économie n'est à aucun moment justifié par de la science et encore moins pour des questions de santé. Il s'agit de peur et de politique et les dirigeants comme Matt Hancock le savent très bien et ça les fait rire. Dans mon livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, je rappelle que la hausse de mortalité des plus âgés en France démarre le jour de la publication du décret du 23 mars prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. C'est à partir de cette date que nos anciens soupçonnés d'être atteints de Covid-19 vont bénéficier d'un accompagnement palliatif en lieu et place du soin. Seulement, ce choix pose rapidement problème puisque la molécule classiquement utilisée, le midazolam, est en pénurie en France. Les anglo-saxons, adoptant la même stratégie, ont accaparé tout le stock disponible. Le 28 mars, le décret sera modifié pour autoriser la distribution du Rivotril en lieu et place du midazolam, mettant en lumière cet abandon général des plus anciens. Le nombre de boîtes de Rivotril injectables distribuées par les pharmacies de ville explose en France à partir de cette date. On apprend d'ailleurs, grâce à la session extraordinaire de l'Assemblée nationale concernant la gestion de la crise sanitaire, que la PHP a mis en place des groupes d'intervention rapides, dont le but n'était pas de se déplacer pour soigner des patients en détresse, mais bien de leur injecter du Rivotril pour accompagner leur fin de vie. On cite Olivier Winou dans le rapport « Je pense que des choix ont été faits, en particulier dans les EHPAD. Outre la note ministérielle qui a été évoquée, il y a eu le décret numéro 2020-360 du 28 mars 2020, complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dit décret Rivotril. Dans le contexte de la crise liée au Covid-19, on a jugé que des patients, essentiellement parce qu'ils étaient âgés, avaient une balance bénéfice-risque qui conduirait les réanimateurs à dire qu'ils auraient du mal à les sortir de la réanimation. Mais cela reposait sur des données statistiques et non sur des données réelles, sur des études cliniques. C'est particulièrement vrai au sujet de l'hospitalisation à domicile, la HAD. Je pensais qu'Astrid Petit en parlerait. On a mis en place à l'assistance publique des groupes d'intervention rapide, GIR. Vous imaginez rien que sur le plan lexical ce que ça peut vouloir dire, on n'est pas tellement dans le champ hospitalier. Les équipes hospitalières intervenaient dans des EHPAD pour mettre en place un protocole préétabli, faisant notamment appel au Rivotril pour des personnes âgées présentant une dépression respiratoire. Monsieur Éric Ciotti et le rapporteur ajouté, c'est un protocole de fin de vie. Monsieur Olivier Winou a confirmé, c'est ce qui a été appelé le protocole palliatif Covid. La hausse de la mortalité dans les EHPAD en France a été commodément attribuée au Covid-19, c'est ce qu'on voit sur la courbe orange, mais s'explique parfaitement par le changement de stratégie concernant la santé de nos anciens. On ne soigne plus, on passe en palliatif. On a même une inversion du sens dans le comptage.
Il n'y a plus de midazolam en France, donc la seule manière de donner du palliatif à un patient, c'est de le déclarer dans le protocole palliatif Covid pour lui donner du Rivotril. Toute personne âgée qui a été mise en protocole palliatif a donc été déclarée comme décédée de la Covid-19. Cela explique très bien pourquoi, à partir de la date de la publication du décès, quasiment toutes les personnes âgées en EHPAD en France ont été déclarées décédées de la Covid-19. Il est arrivé exactement la même chose outre-Manche. L'excès de mortalité par rapport aux années 2015-2019 peut se calculer grâce aux données fournies par l'Office national statistique anglais. Il épouse parfaitement la surdistribution de midazolam fournie par le site Open Describing. On comprend alors parfaitement la pénurie de midazolam en France et la hausse de mortalité des plus âgés au Royaume-Uni. Les mêmes décisions ont les mêmes conséquences sur les plus âgés. Le Royaume-Uni a, comme la France, décidé d'abandonner sa population âgée en la déclarant insauvable et a choisi de passer tout le monde en protocole palliatif. Ce que nous montre la science, c'est que si on ne soigne pas les gens, ils survivent moins bien, mais que si en plus on décide de leur fin de vie, ils ont tendance à mourir un peu plus. Comme expliqué dans mon livre, cela explique aussi très bien pourquoi sur les 33 pays européens dont les données de mortalité sont disponibles sur Eurostat, seuls 9 présentent une mortalité significativement supérieure à la normale sur la période de la prétendue première vague. La Belgique, la Suisse, Chypre, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède. Il s'agit en fait de la minorité des pays qui ont abandonné les plus fragiles. L'Office statistique anglais est le seul à proposer des statistiques de mortalité toutes causes confondues selon le statut vaccinal. Ces dernières sont les seules à nous permettre de savoir si le vaccin a une influence positive sur la santé. S'il existe une maladie mortelle qui circule et qui fait des morts de manière significative et que le vaccin protège efficacement contre cette maladie, alors nécessairement les vaccinés meurent moins que les non vaccinés. Si on ne réussit pas à le montrer facilement, c'est que le vaccin est inutile, ou pire. Il ne suffit cependant pas de montrer n'importe quelle courbe pour se convaincre, il faut qu'elle soit cohérente, ce qui n'est malheureusement pas le cas au Royaume-Uni. Ce graphique présente la mortalité standardisée par âge, chaque semaine selon le statut vaccinal. Et comme l'a montré l'équipe de Norman Fenton dans un article, ce graphique est parfaitement absurde. On observe ici une vague de mortalité des non-vaccinés, en rouge, pendant la campagne de vaccination pour la première dose en février 2021. Puis, on observe une vague de mortalité chez les vaccinés une dose, en violet, pendant la campagne de vaccination pour la deuxième dose en mai 2021. Puis, on observe une vague de mortalité des vaccinés 2 doses, en vert, pendant la campagne de vaccination pour la troisième dose en décembre 2021. Ainsi, chaque groupe ayant reçu N doses vivrait une hécatombe pile pendant qu'on lance la campagne pour la dose N+1. C'est complètement incohérent et révélateur d'un problème dans les données. La raison est très simple, les individus qui décèdent juste après une dose de vaccin sont considérés comme non vaccinés. On fait alors porter les décès des primo-vaccinés sur les non-vaccinés, les décès des vaccinés 2 doses sur les vaccinés 1 dose, etc., etc. L'efficacité vantée des vaccins au Royaume-Uni repose uniquement sur une supercherie de calculs facilement décelables. Le compte Twitter OS, qui se présente comme un simple citoyen, a publié une analyse mettant en parallèle la surmortalité des jeunes Anglais pour les cas de mort subite et le nombre de vaccins distribués. Et la corrélation est stupéfiante. On observe avec la courbe bleue, sur ce graphique, l'excès de décès en Angleterre chaque semaine relativement aux années précédentes, chez les jeunes pour les causes de mort subite. Et l'on fait apparaître en jaune le nombre de premières doses de vaccins anti-Covid-19 distribuées et en vert le nombre de deuxièmes doses de vaccins anti-Covid-19. Et les courbes sont parfaitement corrélées. À partir des sources données par OS, j'ai téléchargé les données officielles anglaises pour les mettre sur une Google Sheet en ligne, afin que chacun puisse vérifier ce calcul. Et en ajoutant la troisième dose, on obtient même une corrélation encore plus forte. C'est fou le nombre de jeunes qui meurent subitement partout, pile pendant les campagnes de vaccination, à cause de cacahuètes, de pizza ou de secouer les draps un peu trop fort. Si on résume ce qui se passe au Royaume-Uni, nous avons les lockdown files, qui prouvent que les gouvernants savent pertinemment que toutes les mesures qu'ils ont prises pendant 3 ans
n'ont absolument rien à voir avec de la santé, mais ont répondu à des enjeux politiques, de communication et à des petits arrangements entre amis. La prétendue science n'a jamais été qu'un prétexte, une caution à tout ce qui s'est passé. Le Royaume-Uni, comme la France, conseillé par les mêmes personnes, a mis en place la même stratégie d'abandon des plus âgés et obtenu la même courbe de mortalité attribuée commodément au Covid-19. Le Royaume-Uni, comme la France et beaucoup de pays, a défendu la vaccination sur la base de données tronquées. Et enfin, le Royaume-Uni constate lui aussi des coïncidences entre la hausse de décès des jeunes notamment et les campagnes de vaccination. Les lockdown files permettent de lever le voile sur au moins une partie de la supercherie et donc la vérité est en chemin. En France, c'est pas encore gagné et les chiens de garde sont loin d'avoir baissé les bras. On risque bien d'être les derniers à se réveiller, mais lorsque le réveil arrivera, il risque d'être douloureux pour beaucoup. Pour ceux évidemment qui découvriront avoir été trompés, mais également pour les responsables.